Merci Xavier. Une nouvelle fois, je suis ravi d'intervenir dans le cadre de ce grand circuit. Effectivement, ça fait de nombreuses années qu'on est partenaire. On est content de se retrouver en présentiel. On a un petit stand avec du matériel. Je ne sais pas si tu pourras montrer tout à l'heure à ceux qui ne sont pas avec nous. Donc, pour donner aussi l'envie à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, pas que pour le pot, mais aussi pour nous rencontrer. Donc là, je vais faire un petit topo sur le matériel de mesure pour ces nouveaux contrôles. Donc, ces nouveaux contrôles dits RE2020. Tout à l'heure, on a eu des questions sur le fait que les qualifications, les formations, tout ça, c'était en train de se mettre en place. Donc, il y a tout un dispositif qui est en train de se mettre en place pour que les opérateurs qui veulent réaliser ces contrôles se forment, se qualifient. Et il y a un autre dispositif qui est en train de se mettre en place, c'est pour qualifier le matériel de mesure qui va être nécessaire pour ces contrôles, et notamment sur la partie métrologie autour de ces appareils de mesure, puisqu'il faut que ces appareils de mesure soient validés par un contrôle, notamment ce qu'on appelle l'étalonnage, on y reviendra. Voilà, donc Testoon, depuis bientôt 15 ans, même plus maintenant, Testoon équipe de nombreux métiers. Ça va des artisans du bâtiment, des bureaux de contrôle, des diagnostiqueurs, des entreprises du bâtiment, les mesureurs d'étanchéité à l'air, de nombreuses technologies de mesure, de contrôle et de diagnostic qui nous permettent, d'une façon générale, de contrôler le bâtiment. Alors, pourquoi est-ce qu'on contrôle le bâtiment? Pour un certain nombre de raisons, dans le but de comprendre, d'améliorer, de respecter des contraintes réglementaires, et tout ceci pour des objectifs qui sont en général liés à la santé, à la sécurité et à l'efficacité énergétique. Donc, c'est un petit peu notre mission. Alors, il y a un petit quiz, puisque c'est la tradition ici, c'est d'avoir un petit quiz. Donc, afin d'introduire le sujet sur les appareils de mesure, vous savez tous, si vous avez assisté à certaines de nos conférences, vous êtes tous incollables sur ce que c'est qu'un étalonnage, mais n'empêche, on va faire un petit point là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'un étalonnage? Première réponse, c'est l'opération qui consiste à raccourcir une porte pour laisser circuler l'air dans un appartement afin de constituer un système de ventilation. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, du détalonnage. Donc, effectivement, c'est la réponse A. La réponse B, c'est l'ensemble des opérations qui permet de remettre un appareil de mesure dans ses spécifications les plus justes. Réponse B. La réponse C, c'est l'opération qui consiste à comparer la valeur indiquée par un appareil de mesure avec la même mesure faite avec une référence. Donc, voilà, ça c'est le quiz. Il y a plusieurs réponses possibles ou on peut avoir… On peut donner qu'une seule réponse. Ah, il n'y a qu'une seule réponse. Allez, on vous laisse voter. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Benjamin, on a les résultats. C'est assez simple. Mais c'est partagé, Jean-Michel. Il y a quand même 2% des gens qui pensent que c'est l'opération qui consiste à raccourcir une porte. Oui, on en a parlé. Passer là. Mais comme on en a parlé dans toutes les conférences, j'ai trouvé que mon quiz était assez adapté à cette question. La deuxième réponse, par contre, il y a un grand débat entre le B et le C. Donc, quelle est la différence entre B et C? Alors déjà, la bonne réponse, c'est la réponse C. Okay, la bonne réponse, c'est la réponse C. Ce n'est pas la réponse B. Et c'est vrai que la plupart des gens confondent un étalonnage avec un ajustage. Un ajustage, ça consiste à remettre un produit dans ses spécifications. Alors qu'un étalonnage, ça consiste simplement à comparer sa mesure avec une autre mesure qui fait référence, que l'on appelle un étalon. Donc, on compare par rapport à un étalon. C'est ça l'étalonnage. Alors, pourquoi est-ce qu'on confond? Parce que très, très souvent, lorsque l'on fait une opération de métrologie sur un appareil de mesure, eh bien, on passe par ces différentes étapes. C'est-à-dire qu'on va faire un étalonnage, et si le résultat n'est pas conforme à l'attente, c'est-à-dire que si on a un écart qui est trop élevé par rapport à l'attente, eh bien, on peut être amené à faire un ajustage afin de ramener l'appareil le plus près possible de ses spécifications. Et puis, ensuite, on va refaire un autre étalonnage pour recomparer. Et à ce moment-là, on aura fait une opération métrologique complète qui consiste à prendre un appareil qui serait non conforme, par exemple, et le réajuster dans le but qu'il soit conforme. Okay, mais ce sont des opérations différentes en termes de métrologie. Voilà. La réponse A, c'était un détalonnage, et pas un étalonnage.
et la réponse B était un ajustage. Voilà. Maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux. Donc, chez Testoon, pour ceux qui nous connaissent, on a une offre très très large d'appareils de test, mesure, contrôle, diagnostic. On propose des milliers de références pour différents métiers. La plupart de nos clients sont dans le contrôle technique dans le bâtiment, mais également dans l'industrie. Et donc là, on a un espèce de petit panorama des appareils de mesure que la plupart des clients qui sont dans le contrôle technique bâtiment vont utiliser. Donc là, ça va de la porte soufflante en passant par des ballomètres, des sonomètres pour faire les mesures acoustiques, des appareils, des petits datalogueurs, des enregistreurs pour faire des enregistrements du fonctionnement d'un bâtiment, par exemple. On va trouver, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, hop, hop. Ouais, non, je ne vais pas y arriver. Quoi? Ah, derrière moi. Voilà. Ah oui, ça marche. Ah oui, d'accord, la classe. Ouais, par contre, là, ouais, ça se complique. Hein. Il faut lever le bras quand je veux le baisser. Je fais comme ça. Bon, je ne vais pas y arriver. Voilà. C'est pas grave. Des caméras thermiques également, gros sujet, mais ce n'est pas le sujet du jour. On y reviendra peut-être une autre fois. Voilà. On a un appareil bleu en bas, là, celui qui est en bas vers la gauche, voilà, qui est celui-ci, qui est un appareil pour mesurer l'étanchéité des réseaux aérauliques. On en a un petit peu parlé ce matin. C'est vrai qu'on a tendance à confondre aussi la mesure d'étanchéité de réseaux aérauliques avec le contrôle des systèmes de ventilation, tout simplement parce qu'il y a des protocoles qui incluent les deux mesures, comme le protocole Promévent, alors que le protocole RE 2020, lui, n'a retenu que le contrôle du bon fonctionnement des systèmes de ventilation et pas la mesure de l'étanchéité du réseau aéraulique. Mais la plupart des personnes qui font ou qui ont vocation à faire ces mesures peuvent éventuellement proposer les deux prestations. Il y en a qui vont être obligatoires dans le cadre de la RE 2020, il y en a d'autres qui seront peut-être plutôt à réserver pour des opérations sur des labels ou sur d'autres types d'approches pour améliorer la performance énergétique dans le bâtiment. Donc, quelles sont les caractéristiques des matériels pour les contrôles réglementaires? Donc, quand on rentre dans la logique du contrôle réglementaire, il ne s'agit pas de faire des mesures sans savoir ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on doit respecter un certain nombre de règles que j'ai essayé de résumer ici. En général, ces mesures, elles sont définies à partir de normes. Il y a des normes internationales, des normes nationales, des protocoles. Et donc, il faut se rattacher à des documents normatifs ou à des protocoles qui font l'unanimité afin de pouvoir mettre cette exigence en place. Par exemple, la filtrométrie, les tests d'étanchéité à l'air, ça se rattache à des normes ISO. Et puis, les mesures de système de ventilation font aussi référence à de nombreuses autres normes internationales. Les appareils sont bien définis en termes de performance et de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire juste « il me faut un manomètre » ou « il me faut un anémomètre ». Il faut un appareil de mesure qui a un certain nombre de performances avec des exigences de précision, d'incertitude et puis un certain nombre de fonctionnalités. Donc c'est pour ça que le choix de ces appareils, il est souvent restreint à un nombre limité d'appareils par rapport à ce que vous pouvez trouver. Donc, si vous tapez, je ne sais pas moi, manomètre différentiel sur Internet, on va vous proposer 2 ou 3 000 références, mais il y en aura peut-être qu'une dizaine qui seront éligibles à pouvoir faire ces contrôles. Ensuite, il faut que les opérateurs de mesure obéissent à des qualifications. Et dans ces qualifications, il y a des exigences par rapport au matériel. C'est-à-dire que la qualification va avoir une exigence de possession. C'est-à-dire que les Calibat, par exemple, 8711 ou 8741, elle va dire le mesureur qualifié, il doit posséder son matériel. Ensuite, il doit avoir une formation associée à ce matériel. Et puis, il y a des exigences en termes de métrologie. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de la justesse de ces mesures? Et en termes d'entretien. C'est-à-dire qu'il y a de la périodicité à respecter par rapport au fait de vérifier régulièrement ces appareils. Et puis souvent, comme on est sur des mesures réglementaires, l'État français, lorsque l'État dit qu'il faut faire une mesure, eh bien l'État dit cette mesure, elle doit être contrôlée par des organismes qui assurent que cette mesure est juste. Et donc, l'exigence ultime, souvent, c'est de dire les appareils doivent avoir un étalonnage dit COFRAC ou équivalent, c'est-à-dire c'est une métrologie qui est contrôlé par ce qu'on appelle le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui a en France le monopole de l'accréditation des organismes.
et notamment en matière de métrologie, puisque c'est une partie importante de l'activité du COFRAC. Et donc, ceci est en général requis pour les appareils de mesure les plus critiques. On ne demande pas forcément du COFRAC sur tous les appareils de mesure, mais on va demander du COFRAC sur les appareils de mesure qui sont critiques par rapport à l'objectif visé. Alors, avant de parler de mesures d'étanchéité, avant de parler de ventilation, donc un petit point sur les principaux appareils de mesure critiques. Donc, puisque la RE 2020, comme on l'a dit tout à l'heure, elle confirme l'exigence de mesures de perméabilité à l'air ou d'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Et donc, ceci, aujourd'hui, ça se fait avec un matériel que la plupart d'entre vous connaissent qui s'appelle une porte soufflante. Aujourd'hui, on a deux grandes familles de portes soufflantes. On a celles qui sont constituées d'un petit ventilateur, dit mini-fan. Ces petits ventilateurs, en général, ça va être utilisé dans les petits volumes, donc l'appartement, la maison individuelle. Et puis, on a des portes soufflantes qui peuvent tester des bâtiments de plus grande taille, donc par exemple un immeuble complet ou un bâtiment tertiaire. Donc, tout à l'heure, il y a eu des commentaires faits sur le changement concernant la pénalité qui est appliquée sur la RE 2020 lorsqu'il s'agit d'utiliser le principe de l'échantillonnage dans un bâtiment. Donc, l'échantillonnage dans un bâtiment, c'est dire sur ce bâtiment de 50 lots, je vais tester que 6 appartements, par exemple. Donc, à ce moment-là, on va tester des appartements. Donc, on est équipé de matériel, celui qui va être à gauche, c'est-à-dire avec des petits ventilateurs. Par contre, si on est amené à tester le bâtiment dans son ensemble, à ce moment-là, on va être amené à utiliser des systèmes avec des plus gros ventilateurs ou de multiples ventilateurs. Voilà. D'autre part, lorsque il y a des évolutions que l'on commence à voir poindre également dans le domaine du tertiaire, puisqu'il y a un certain nombre de raisons aujourd'hui aussi de tester des bâtiments tertiaires. C'est aujourd'hui pour gagner sur des points en efficacité énergétique dans le cadre de certains labels, mais il se murmure qu'il y aurait également des obligations dans le domaine du petit tertiaire dans les évolutions à venir. Et donc, on peut envisager aussi d'avoir du matériel un petit peu plus puissant. Alors, pour ce qui s'agit donc du protocole de mesure ventilation RE 2020, donc il y a tout un ensemble. Alors là, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais je vais citer un certain nombre de mots-clés. Donc, les méthodes et les appareils de mesure sont dérivés d'un programme de recherche qui a eu lieu ces dernières années, qui s'appelle le programme Promevent. On en a déjà un petit peu parlé. Et donc, parfois, on peut être amené à avoir l'impression que c'est la même chose, le protocole ventilation RE 2020 ou Promevent, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Mais le RE 2020 utilise les résultats du programme de recherche Promevent pour définir le protocole RE 2020. Le protocole Promevent étant plus large, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il intègre également les mesures d'étanchéité. Le protocole RE 2020 qui a été publié au mois de décembre, donc qui est disponible sur le site du ministère chargé de la construction. Je laisserai des liens actifs dans la présentation si vous voulez cliquer sur ces différentes choses. Les opérateurs doivent être donc formés par un centre de formation validé, autorisé par le ministère, et les entreprises doivent être qualifiées, par exemple, dans le cadre d'une 8741. Aujourd'hui, c'est la seule qualification qui est envisagée. Et donc, l'entreprise qualifiée doit être soit indépendante pour faire ces mesures, indépendante par rapport aux entreprises qui ont participé à la construction en maîtrise d'œuvre ou en maîtrise d'ouvrage, soit l'entreprise qui est titulaire du lot CVC complet. On en a déjà parlé ce matin. Et enfin, doit être équipée de matériel, donc principalement des manomètres différentiels et des débitmètres qui sont étalonnés dans un laboratoire accrédité par le COFRAC. Ou équivalent, ça il faut le dire tout le temps parce que sinon on oublie. Quand on dit COFRAC, on dit aussi qu'il peut y avoir une équivalence européenne ou internationale, c'est-à-dire que l'accréditation du laboratoire qui réalise la métrologie, elle peut être faite dans un laboratoire allemand qui serait accrédité DAX, anglais qui serait accrédité UCAS, etc., etc. Voilà, donc ça fait partie des petites subtilités qu'il faut avoir en tête, parce que si vous achetez un matériel, par exemple, d'un fabricant allemand, il peut très bien venir avec un certificat DAX. Le certificat DAX, il sera équivalent COFRAC, même si dans les textes français, on dit que c'est du COFRAC. Alors, les deux principaux matériels dont vous allez avoir besoin pour faire ces mesures, c'est d'une part pour faire des mesures de pression aux bouches, donc aux bouches de ventilation. Donc, on va glisser un petit tube. Alors, sur la photo, il est blanc, là, il est bleu.
dans la bouche de ventilation. Donc, ça ne présente pas une difficulté énorme, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et puis, surtout, il faut être muni d'un manomètre, donc un petit appareil qui va vous afficher la pression, dans le bon sens, la pression au niveau de la bouche. Voilà, c'est ce type d'appareil. Je ne peux pas tout faire à la fois. On va lui faire afficher quelque chose autre que 0. Non, mais c'est bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai réussi. Donc, choisir son manomètre, c'est d'abord choisir un appareil de précision. Un manomètre différentiel, lorsque vous mesurez une pression, des pressions, il y a des pressions énormes dans des tuyaux, on met de l'eau sous pression ou de l'air sous pression, de l'air comprimé, et puis il y a des pressions très faibles. Nous, ce qu'on mesure dans le cadre de nos activités, ce sont des pressions plutôt faibles. On est du domaine du pascal, dizaines ou centaines de pascals, ce sont des pressions faibles, et vous ne mesurez pas quelques pascals avec un appareil qui vous mesure des bars. De la même façon, vous ne mesurez pas des microns ou des millimètres avec un double décamètre. C'est la même chose. Donc, il faut déjà avoir un appareil qui soit adapté en termes de gamme de mesure. Donc, typiquement, il va avoir une gamme de mesure entre plus ou moins 500 pascals. Ça peut aller un petit peu plus haut. Et le corollaire de ça, c'est qu'il a une bonne résolution. Il est capable de discerner des très faibles différences de pression et une bonne précision de l'ordre du pascal ou du pourcentage. On reviendra après sur ce point-là. Et puis, il faut qu'il ait un certain nombre d'autres fonctionnalités, telles que par exemple le moyennage, pour pouvoir faire une mesure moyennée pour éliminer les instabilités que l'on va avoir dans le réseau. Ensuite, on va devoir choisir un débitmètre. Alors, un débitmètre, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui mesure un débit d'air. Et donc, là, c'est un volet important du programme Promévent. Le programme Promévent a étudié de nombreuses topologies de débitmètres et a déterminé qu'en fonction du type de réseau que l'on veut mesurer et en fonction du type de bouche d'aération que l'on va devoir mesurer, eh bien, il y a des débitmètres qui sont plus ou moins appropriés à l'utilisation. Donc, par exemple, vous avez certains débitmètres qui sont faits avec ce qu'on appelle des anémomètres à fil chaud. Ce sera la première ligne sur le tableau, puisque j'arrive, je crois, définitivement pas à utiliser ça. Et donc, ce débitmètre sera utilisable que, si j'y arrive, voilà, celui-ci, il va être utilisable que sur des bouches d'extraction. Okay. Et puis ensuite, voilà, vous avez d'autres topologies qui seront utilisables sur certaines bouches de soufflage. Pourquoi? Parce que le soufflage donne des contraintes à l'appareil de mesure et qui fait que certains appareils de mesure ne sont pas adaptés à ce type de bouche, notamment lorsque le soufflage se fait de façon très turbulente, on va dire, autour de la bouche. Donc, on a déterminé dans le programme Promévent 5 topologies d'appareils de mesure, donc l'anémomètre à fil chaud, la grille de fil chaud, le système avec cône de mesure avec compensation de la perte de charge, des systèmes avec des moulinets. Donc, un moulinet, c'est un anémomètre avec une hélice, et puis des systèmes avec un moulinet et un déport ou un prolongateur. Je vais montrer quelques photos, ce sera peut-être plus clair. Un moulinet, c'est ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est un moulinet. C'est une hélice. Okay. Et donc, ça, on appelle ça un anémomètre. Ça, on appelle ça un cône. Et quand on met l'anémomètre dans le cône, à ce moment-là, on forme un débitmètre. C'est-à-dire qu'un appareil qui mesure au départ une vitesse d'air, l'anémomètre, devient un appareil qui mesure un débit, donc un débit d'air en mètres cubes par seconde ou en mètres cubes par heure. Voilà, ce n'est pas très compliqué, mais il faut être bien d'accord sur les terminologies. Donc, quelques exemples correspondant aux 5 topologies précédentes. Donc, le premier ici, est-ce que je peux revenir? Ouais, j'ai peur de faire des bêtises. Voilà. Bon, allez. En haut à gauche, on va avoir un anémomètre à fil chaud avec des cônes adaptés au fil chaud. En bas à gauche, on va avoir un anémomètre à moulinet avec 2 cônes. En haut à droite, on va avoir l'anémomètre par grille de fil chaud. C'est un appareil plutôt simple d'utilisation, mais qui est plutôt onéreux. Et puis un appareil très intéressant lorsqu'on fait du double flux, c'est celui qui est en bas à droite,
puisqu'il a un ventilateur de compensation et ça lui permet d'être très précis sur tous les types de bouches. Et puis, au final, le protocole Promevent a suggéré que le produit, on va dire, le plus versatile et qui propose le meilleur rapport qualité-prix, c'est un couple dans lequel on a un anémomètre à moulinet et puis un ensemble de cônes et puis le fameux prolongateur. Alors, les photos ne sont pas à l'échelle. Ah, je vais y arriver. Non. Hop, hop, hop. Le prolongateur, c'est ça. C'est une espèce de tube qui fait à peu près 50 cm de long qui va se connecter entre l'anémomètre et le cône. Voilà. Alors, quelles sont donc ces fameuses exigences de métrologie qui sont associées à ces différents appareils? Le manomètre, donc lui, il doit être étalonné en COFRAC en initial. Initial, ça veut dire au moment de l'achat ou avant la première utilisation pour cette activité. Puis ensuite, cet étalonnage, il a une périodicité, et cette périodicité, c'est tous les 2 ans. Et il a une exigence de précision. Alors, je n'ai pas mis tous les détails avec les incertitudes, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. C'est une précision qui est de 3% dans la gamme 30 Pascal à 200 Pascal. Il y a des problèmes de signe, mais ce n'est pas très grave. C'est une gamme relativement faible et on doit avoir cette précision dans cette gamme, sur ce type de manomètre. J'ai un autre exemple de manomètre ici. Voilà. On reconnaît toujours le manomètre parce qu'il se promène avec son petit tuyau. Voilà. Ensuite, le débitmètre, comme vous avez pu le voir sur les photos, il y a 2 topologies de débitmètre. Vous avez le débitmètre monobloc, c'est-à-dire que l'appareil en lui-même est un débitmètre, ou alors vous avez l'appareil avec les éléments séparés. Donc, l'exemple que je vous ai montré ici, c'est un débitmètre à éléments séparés, c'est-à-dire que vous avez d'un côté l'anémomètre, de l'autre côté, vous avez le système de conditionnement de l'air, donc le cône et éventuellement le prolongateur. Donc, lorsqu'on est sur un débitmètre en monobloc, l'exigence, c'est que ce débitmètre soit étalonné COFRAC en initial, donc à la première utilisation, puis tous les 2 ans. Et on fait uniquement un étalonnage en débit d'air, puisqu'il s'agit d'un débitmètre. Okay. La précision demandée, c'est de 10% dans la plage 15 à 150 m3 dans le sens de l'extraction et de 15 à 100 m3 dans le sens de soufflage. Si on utilise un débitmètre qui est par élément séparé, donc à ce moment-là, on a d'un côté, je vais reprendre, d'un côté, on a l'hélice, donc ça c'est un anémomètre, et de l'autre côté, on a le cône. Okay, donc là, l'exigence métrologique, elle est un petit peu différente, elle est un petit peu plus complexe à comprendre, mais l'idée, c'est de ne pas rendre la chose trop complexe ou trop onéreuse, puisque typiquement, vous avez un anémomètre et un cône, ou plusieurs cônes. Donc l'anémomètre, lui, il est étalonné COFRAC en initial, puis tous les 2 ans. Donc à l'achat, puis tous les 2 ans, on fait un étalonnage en vitesse d'air. Donc on a une précision demandée de 5% dans la plage entre 1 mètre seconde et 15 mètres seconde. Et puis ensuite, l'ensemble anémomètre plus cône, lui, il est étalonné COFRAC en initial uniquement, c'est-à-dire lors de la mise en service. Et sur cette partie-là, on demande une précision de 10% dans les mêmes plages que tout à l'heure. Donc on a la même plage que tout à l'heure, puisque le débitmètre, il a la même plage. Mais la différence, c'est que dans un cas, on réétalonne le débitmètre tous les 2 ans. Dans l'autre cas, on réétalonne que l'anémomètre tous les 2 ans. OK ? Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore des choses. OK. Juste un petit point rapide sur ce qu'on propose chez Testoon au niveau de ce type d'activité. C'est qu'au-delà des appareils de mesure, on propose depuis toujours aux mesureurs les solutions logicielles associées et adaptées au métier de mesureur dans le bâtiment. Et donc, on a aujourd'hui une offre qui s'élargit au niveau du logiciel également, puisque vous allez pouvoir avoir le logiciel Infiltrea Aero Plus, un outil complet pour toute la gestion des opérations de mesure, aussi bien sur la perméabilité que sur le contrôle de ventilation. Alors, ça sert à quoi le logiciel ?
Le logiciel, ça sert à plein de choses, hein. C'est principalement un outil de productivité et de fiabilité de l'activité du mesureur. Et ça propose plein de fonctionnalités, telles que donc, un outil de suivi du protocole. Donc, ça permet de ne rien oublier, hein. C'est une espèce de checklist en ligne dans le logiciel. Ça permet dans certains cas de piloter le matériel, de récupérer les mesures, de corriger les mesures éventuellement par rapport à des corrections au niveau de l'étalonnage du matériel, faire des calculs, stocker les données pour pouvoir les reprendre plus tard. Et au final, l'objectif, c'est de pouvoir faire des rapports, donc d'éditer des rapports de mesure et puis ensuite partager l'information, soit au sein de l'entreprise, soit avec ses clients, ses donneurs d'ordre, et puis également de télétransmettre les résultats normalisés au pouvoir public, puisque dans le cadre des dispositifs tels que les obligations RT, RE, il y a une obligation de fournir des résultats de mesure, soit tous les ans, ce qu'on appelle les registres des opérations, soit avec le système de contrôle de ventilation, la mise en place d'un observatoire qui va récolter toutes les données de mesure, parce que les pouvoirs publics, ils aiment bien derrière analyser les données pour voir un petit peu en quoi ces contrôles améliorent la qualité de la construction. Donc, quelques petits visuels. Je ne suis pas sûr que ce soit très visible, mais ça, c'est une page du logiciel AeroPlus. Cette semaine, donc l'éditeur du logiciel qui s'appelle Douap a annoncé donc, le lancement de la version RE 2020 de AeroPlus, c'est-à-dire la possibilité de sélectionner son contrôle RE 2020 pour pouvoir donc suivre le protocole et avoir dans un seul outil logiciel tout ce qu'il faut pour faire le job. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur le chat. Moi, voilà, il y a des questions effectivement sur le chat. J'y viens. Merci Jean-Michel. On peut applaudir Jean-Michel quand même. Merci à vous, ça nous fait du bien d'avoir des applaudissements. On n'en avait pas. Je vois que tu regardes ta montre. Je suis toujours trop long en général. Non, c'est parfait, c'est parfait. Il y a des questions effectivement sur les tarifs qui étaient posées. Je ne crois pas que tu aies donné d'idée de coût, combien ça coûte. Je n'ai pas parlé de tarifs et je n'ai pas parlé non plus de disponibilité. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on vient juste d'avoir les prix de l'étalonnage de la part des laboratoires, et donc on est en train de finaliser les offres de pack complet, matériel plus étalonnage. Donc, pour ce qui concerne le manomètre, alors il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que ceux qui font de l'infiltrométrie, s'ils ont un manomètre d'infiltrométrie de marque Blower d'Or ou Retrotech, ils pourront utiliser leur manomètre aussi pour faire les contrôles de ventilation. Donc là, c'est un investissement en moins. S'ils souhaitent acheter un manomètre spécifique pour ça, on va compter sur un budget qui va être alors étalonné, le manomètre, on va être entre 600 et 1000 € à peu près pour le manomètre. Et pour le débitmètre, là, c'est plus large. On pense qu'il y aura des produits économiques, mais je pense qu'il faudra plutôt taper aux alentours de 1 500 € minimum pour avoir le manomètre, pardon, le débitmètre minimum pour pouvoir faire ces contrôles. Voilà. Et en termes de disponibilité, effectivement, on en a fait un petit aparté tout à l'heure. Il y a eu la crise sanitaire liée au coronavirus. Aujourd'hui, il y a une crise géopolitique, donc c'est compliqué pour avoir les flux de marchandises, pour être approvisionné. Alors, il y a plusieurs choses différentes qui se confrontent. Effectivement, il y a des pénuries de composants électroniques, il y a des problèmes de logistique. Donc ça, c'est le contexte international. Effectivement, depuis 1 an et demi, quelle que soit la marque de matériel avec qui on travaille, même les marques les plus prestigieuses et les plus organisées du monde, ils ont tous eu des ruptures de fabrication, des ruptures de stock, des ruptures de... certains fournisseurs nous annoncent des délais de 18 mois pour avoir un appareil de mesure, ce qui est complètement délirant. Et donc, nous, notre métier, c'est aussi de trouver des solutions pour nos clients. Donc, voilà, quand il y a une marque qui est défaillante, on en cherche une autre. Donc, voilà, on essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Et puis, il y a un deuxième aspect qui n'a rien à voir, c'est effectivement la mise en place du protocole RE 2020, puisque les exigences métrologiques, elles ont été publiées il n'y a pas très longtemps. Ça fait quelques mois que les exigences métrologiques ont été publiées. Et donc, le temps que les laboratoires de métrologie mettent en place les instruments dont ils ont besoin pour faire leurs propres opérations, et le fait qu'on en fasse une offre commerciale qui soit techniquement abordable et financièrement abordable, ça prend un peu de temps. Donc là,
je pense qu'il y aura encore 2-3 mois devant nous avant que. On avait lu dans le protocole étalonnage qu'on pouvait se passer du coffrac jusqu'au mois de juillet de cette année. Mais donc, on va y arriver assez vite. Et notre objectif, c'est d'être capable de fournir les solutions pour ce moment-là. Est-ce qu'on a des offres là sur le matériel? Parce que je vois, il y a l'étalonnage, tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le matériel, à la fois, on l'achète, il y a une acquisition, après, il s'use, il faut l'étalonner régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une tendance aussi sur avoir des formes de location, un peu comme on a sur les voitures, ou c'est plutôt l'opérateur préfère être propriétaire de son matériel Alors, dans la mesure où on est plutôt traditionnel et les opérateurs préfèrent être propriétaires de leur matériel. Alors, c'est vrai que c'est des logiques qui s'affrontent. Les opérateurs, ils ont besoin d'avoir leur matériel toujours à disposition. Donc, quand on doit envoyer son appareil pour un entretien ou un étalonnage, des fois, ça peut rendre le matériel indisponible pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai que les clients souhaitent avoir des solutions pendant ce temps-là. Donc, on propose éventuellement de la location associée à une opération d'étalonnage, par exemple. On fait aussi, mais bon, ça peut aussi être vu de différentes façons, ce qu'on appelle des étalonnages par échange, c'est-à-dire qu'on va proposer un matériel étalonné et puis on va reprendre l'ancien appareil du client. Voilà. Mais on ne propose pas ça sur tous les matériels parce que ça dépend aussi du prix de l'appareil. Oui, donc vous avez des solutions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de service du client pour qu'il puisse continuer à travailler. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel pour cette présentation.